Pendant les mois d'août et septembre de l'année 1945, le Japon a dû endurer la grande douleur provoquée par l'impact dévastateur de 2 bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Cet acte, d'une ampleur jamais vue auparavant, a conduit le Conseil suprême du Japon à accepter les conditions établies par les Alliés dans la déclaration de Potsdam. Ainsi, la fin est finalement arrivée lorsque, le 2 septembre 1945, le ministre des Affaires étrangères japonais Mamoru Shigemitsu a signé l'acte de reddition à bord de l'USS Missouri de la Marine des États-Unis. La guerre était enfin terminée, et avec elle, toute la violence, la douleur et la peur devaient disparaître. Le Japon a ainsi dépassé les attentes et en 1956 a rejoint les Nations Unies, également connues sous le nom d'ONU. Plus tard, après divers moments contradictoires pour le pays, le 7 janvier 1989 a débuté l'ère Heisei, qui devait représenter le commencement d'une ère de paix. Cependant, peu avant le début de cette nouvelle ère, un crime a choqué le pays à un tel point qu'il a été considéré comme le pire crime de l'après-guerre. Cette tragédie impliquait le meurtre brutal d'une étudiante de 17 ans, connue sous le nom de Junko Furuta, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo et d'activer la cloche des notifications pour tout savoir à ce sujet. En avril 1996, un garçon à problème, connu sous le nom de Hiroshi Miyano, a commencé ses études dans une école privée de Tokyo. Cependant, après une année d'études, il a abandonné et a commencé à commettre de petits délits qui allaient rapidement évoluer en crimes violents. Vers 1988, Hiroshi avait une petite amie, la sœur de son ami Yasushi Watanabe, et il souhaitait l'épouser. Mais pour cela, il devait travailler dur comme carreleur. Cependant, son salaire ne le satisfaisait pas. À la recherche d'une solution rapide, Hiroshi s'est impliqué avec un gangster local prétendument lié à la Yakuza. Après avoir établi des connexions avec ce gang, Hiroshi a commencé à commettre des agressions sexuelles mineures, ce qui a rapidement poussé sa petite amie à perdre tout intérêt pour lui. Après leur rupture, Hiroshi est devenu encore plus frustré et a commencé à commettre des crimes au nom de la bande. C'est pendant cette période qu'il a repris ses études et s'est inscrit à l'école secondaire Hachioji Minami dans la préfecture de Saitama, à Misato. Là-bas, il a croisé Junko Furuta, une jeune fille de 17 ans, sympathique et discrète. Contrairement à ses amis qui sortaient souvent pour profiter de leur vie lycéenne, Junko restait loin des fêtes. Cependant, elle a attiré l'attention de Hiroshi Miyano, un jeune homme à la fois problématique et pervers, qui l'a invité à sortir. Junko a refusé. Il est clair que l'intention de Hiroshi était de l'agresser sexuellement, comme il l'avait déjà fait avec d'autres filles au nom de son gang. Junko connaissait la réputation troublante de Hiroshi et a choisi de l'éviter. À cette époque, elle vivait avec ses parents et ses frères dans la région de Saitama, à Misato, où elle était née le 18 janvier 1971. Un mois auparavant, en octobre 1988, Junko avait trouvé un emploi à temps partiel dans une usine de moulage de plastique. Son objectif principal avec cet emploi était d'économiser pour financer son voyage de fin d'études. Après l'obtention de son diplôme, elle rêvait de travailler dans un magasin d'électronique local. En attendant, Junko continuait à obtenir d'excellentes notes, manquait rarement les cours et nourrissait le rêve adolescent de devenir chanteuse de pop japonaise. Mais, malheureusement pour elle, le fait d'avoir refusé les avances de Hiroshi allait sceller brutalement la fin de tous ses rêves et espoirs pour l'avenir. Cela nous mène à la nuit du 25 novembre 1988. Junko rentrait chez elle après son travail à temps partiel, à vélo. Il était environ 20h30 et Hiroshi, accompagné de son ami Nobuharu Minato, arpentait les rues de Misato en quête de victimes pour leurs actes criminels. Ensemble, ils ont aperçu Junko roulant à vélo et ont décidé d'agir. Sous les ordres de Hiroshi, Nobuharu a couru vers Junko. Il a heurté son vélo, provoquant sa chute. Alors qu'elle tentait de se relever, Hiroshi est apparu, feignant de vouloir l'aider après cette attaque injuste. Cependant, sous prétexte de l'aider, il a profité de la situation pour la conduire jusqu'à un entrepôt isolé. Une fois arrivé,
Hiroshi a révélé ses connexions sinistres avec la Yakuza, cherchant à l'intimider et à briser sa volonté. Malheureusement, à ce moment-là, le sort tragique de Junko était déjà scellé. Elle allait devenir la victime d'un acte atroce qui allait marquer l'histoire criminelle du Japon de l'après-guerre. Dès les premières minutes, Hiroshi a menacé de tuer Junko Furuta si elle tentait de résister. Après l'avoir maîtrisée, il a commencé à la violer. Par la suite, Hiroshi l'a emmenée dans un hôtel voisin où il a contacté ses amis Joe Ogura, Yasushi Watanabe 17 ans et Nobuharu Minato 16 ans. Lors de cet appel, il s'est vanté auprès de ses amis d'avoir capturé Junko Furuta. En réponse, Joe Ogura a demandé à Hiroshi de s'assurer qu'elle reste captive, car lui aussi souhaitait abuser d'elle. Non seulement Joe Ogura, mais également les autres garçons contactés par Hiroshi avaient un long passé de crimes sexuels. À l'époque, il venait même de commettre une agression contre une autre femme. Vers 3 heures du matin cette nuit-là, Hiroshi a emmené Junko dans un parc voisin où ses 3 amis l'attendaient. Les garçons ont fouillé le sac de Junko et y ont trouvé un papier contenant son adresse. Avec cette information, ils l'ont menacé de tuer toute sa famille si elle tentait de s'échapper. Apparemment, Junko a accepté de rester et elle a ensuite été emmenée dans la maison des parents de Nobuharu Minato, dans le district de Hayase. Dans cette maison, le groupe de garçons a violé Junko à plusieurs reprises. Le lendemain, le 27 novembre 1988, les parents de Junko ont signalé sa disparition à la police. Cependant, lorsque les garçons ont appris cela, ils ont forcé Junko à appeler ses parents et à dire à sa mère qu'elle avait fugué, mais qu'elle allait bien et qu'elle resterait chez une amie. Cet appel a conduit la mère de Junko à demander l'arrêt des investigations policières. Cela faisait partie du plan des garçons pour éviter d'être repérés par les autorités. Ce type de manipulation est courant lorsque les coupables se trouvent dans une zone où ils peuvent être facilement identifiés. En conséquence, les investigations n'ont pas progressé. Lorsque les parents de Nobuharu Minato ont remarqué la présence de Junko dans leur maison, elle a été forcée de prétendre être la petite amie de l'un des garçons. Mais rapidement, les parents ont compris ce qui se passait. Pourtant, ils n'ont rien fait pour empêcher cela, ni même tenté de gérer la situation. Plus tard, ils ont déclaré aux autorités qu'ils n'étaient pas intervenus parce qu'ils savaient que Hiroshi avait supposément des liens avec la Yakuza. Selon eux, même leur propre fils agissait de manière très violente envers eux, et ils avaient peur de représailles. Le frère de Nobuharu était également au courant de ce qui se passait dans la maison, mais il est resté à l'écart et a évité tout contact. Le résultat de cette peur fut qu'après seulement 7 jours, Junko avait déjà été violée plus de 100 fois. Comme on peut le déduire, chaque jour, la violence des agresseurs augmentait. En parallèle, la jeune fille était soumise à des conditions de plus en plus humiliantes et inhumaines. Dans les jours suivants, des méthodes de torture ont été ajoutées. Junko a été obligée de rester complètement nue sur un balcon froid en plein hiver japonais. Divers autres types de tortures, comme la sodomisation, lui ont été infligés, mais nous ne détaillerons pas davantage ces actes. D'après les informations disponibles, même après avoir souffert autant, Junko a lutté pour sa vie et a tenté d'utiliser un téléphone pour appeler les autorités. Cependant, Hiroshi l'a intercepté immédiatement et a empêché tout secours. Bien que l'appel ait été connecté, lorsque la police a rappelé, Hiroshi a expliqué que l'appel d'urgence était une erreur. En guise de punition pour sa tentative, Junko a subi des brûlures au 2e degré causées par des bougies et des produits corrosifs, et ses pieds ont été incendiés. Plus tard, elle a été suspendue par les mains attachées au plafond, où elle a été utilisée comme un sac de frappe. En raison de ses blessures, il lui fallait environ 1 heure pour se traîner jusqu'aux toilettes, mais souvent, elle n'arrivait pas à temps. Les dégâts internes et dans ses organes intimes étaient extrêmement graves. Plus tard, le médecin légiste a déclaré que le cerveau de Junko avait même rétréci à cause des agressions brutales qu'elle avait subies. À mesure que les jours passaient, les dommages causés par les garçons étaient tels que Junko n'était plus considérée comme attirante pour eux. Ils l'ont alors abandonnée dans un coin de la maison. Peu après, les garçons ont kidnappé une autre jeune femme de 19 ans, dont le nom n'a pas été révélé.
Elle a été victime de violences sexuelles avant d'être libérée. Au 38e jour de captivité, pendant la transition de la nouvelle année, Junko est restée seule, luttant pour survivre. 3 jours plus tard, elle a supplié les garçons de la tuer. Cependant, ils ont refusé et l'ont forcée à jouer au Mahjong solitaire, un jeu dans lequel elle a gagné. Cela a provoqué la colère de ses agresseurs, qui l'ont battue violemment. La dernière attaque aurait duré environ 2 heures. Finalement, le 4 janvier 1989, Junko Furuta a succombé à ses blessures. Quelques heures après sa mort, le frère de Nobuharu Minato a remarqué que la jeune fille était décédée et a appelé pour en informer les autres. Lorsque les 4 agresseurs, désormais meurtriers, ont réalisé qu'ils risquaient d'être arrêtés pour meurtre, ce qui signifiait la peine de mort par pendaison, ils ont décidé de se débarrasser du corps. Cet acte fut le dernier geste de cruauté et d'injustice envers une victime vulnérable entre les mains de jeunes hommes pervers et totalement dénués de respect pour la vie humaine. Les semaines suivantes furent silencieuses jusqu'à ce que, le 23 janvier 1989, Hiroshi Miyano et Joe Ogura soient arrêtés, accusés de violences sexuelles commises sur une jeune femme de 19 ans qu'ils avaient kidnappée en décembre de l'année précédente. Le duo fut détenu jusqu'au 29 mars 1989. Et ce jour-là, 2 enquêteurs les interrogèrent après avoir trouvé des sous-vêtements féminins dans leur domicile. Cependant, les enquêteurs soupçonnaient les 2 jeunes d'être impliqués dans un double homicide, celui d'une femme et de son fils de 7 ans, commis 9 jours avant la disparition de Junko Furuta. Croyant à leur implication dans cette affaire, l'un des enquêteurs fit croire à Hiroshi que les autorités savaient qu'il était coupable d'homicide. Pour cela, ils mentirent en disant que Joe Ogura avait avoué un crime qu'Hiroshi associait dans son esprit au meurtre de Junko. Sous la pression, Hiroshi révéla finalement que le corps de Junko Furuta pouvait être retrouvé dans une zone ouverte de la ville de Koto, à Tokyo. Cependant, les enquêteurs ne comprirent pas immédiatement ce qu'il voulait dire par là et se retrouvèrent face à une affaire complexe. Malgré tout, le lendemain, ils se rendirent à l'endroit indiqué et y trouvèrent un tambour de 55 galions recouverts de béton. En inspectant le tambour, ils découvrirent un corps enveloppé dans des couvertures. Grâce aux empreintes digitales, l'identité de Junko Furuta fut confirmée lors de l'autopsie. Les médecins légistes furent horrifiés de trouver des bouteilles dans l'anus de la jeune fille. Le rapport révéla également que Junko était enceinte. Le 1er avril 1989, Joe Ogura fut accusé de meurtre et ensuite Shinji Minato, son frère, ainsi que Yasushi Watanabe furent également arrêtés pour meurtre. Lorsque la mère de Junko Furuta apprit la terrible nouvelle et les détails du crime, elle dut être placée sous traitement psychiatrique et s'évanouit à cause du traumatisme. À l'époque, le tribunal japonais ne divulgua pas les noms des criminels, car ils étaient mineurs. Cependant, des journalistes du magazine Shukan Bunshun les rendirent publics, affirmant qu'ils ne méritaient pas de bénéficier de droits humains. D'après les enquêtes, ils faisaient tous partie d'un gang de bas niveau lié à la Yakuza. Peut-être pour cette raison, ils plaidèrent coupables de blessures corporelles ayant entraîné la mort. En juillet 1990, le tribunal de première instance condamna Hiroshi Miyano, le chef du gang, à 17 ans de prison. Lorsqu'il fit appel, le juge de la Cour suprême de Tokyo, Ryuji Yanase, aggrava sa peine de 3 ans supplémentaires, lui infligeant la peine maximale de 20 ans. Parallèlement, le tribunal civil exigea une compensation d'environ 2 188 210 yens, convertis en dommages et intérêts pour la famille de Junko. La mère de Hiroshi dut vendre sa maison pour payer cette somme aux proches de Junko Furuta. Nobuharu Minato reçut une peine de 4 à 6 ans de prison, qui fut portée à 9 ans après appel. Son frère et ses parents furent accusés, mais les parents de Junko remportèrent une action civile contre eux, les contraignant également à payer une lourde amende. Yasushi Watanabe fut initialement condamné à 4 ans de prison, mais sa peine fut augmentée de 5 à 7 ans. Enfin, Joe Ogura fut condamné à 8 ans dans une prison pour mineurs.
Selon les sources, ils furent jugés comme des adultes, mais ne reçurent ni peine de mort, ni emprisonnement à vie. Pour certains, cela démontre l'influence de la Yakuza, qui aurait allégé leur peine. Le 2 avril 1989, les funérailles de Junko Furuta eurent lieu. Durant la cérémonie, les propriétaires du magasin d'électronique où elle rêvait de travailler fabriquèrent un uniforme pour elle et le déposèrent sur son cercueil. Avant les funérailles, le directeur de son lycée, Yashio Minami, remit aux parents de Junko Furuta un diplôme de fin d'études. Lors de la cérémonie, la meilleure amie de Junko émut tout le monde en déclarant « Jun-chan, bienvenue parmi nous. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous reverrions ainsi. Tu as dû tant souffrir, endurer tant de douleurs. Nous ne t'oublierons jamais. J'ai entendu dire que le directeur t'a offert un diplôme. Alors nous avons toutes obtenu notre diplôme ensemble. Maintenant, il n'y a plus de douleur, plus de souffrance. Repose en paix. » Plus tard, au cours de l'enquête, des tests ADN identifièrent 2 autres complices, Tetsuo Nakamura et Koichi Ihara. Ils furent accusés de viol sur Junko, mais affirmèrent aux enquêteurs qu'ils n'étaient pas impliqués et qu'ils avaient même raconté l'histoire à leurs parents, qui avaient alerté les autorités à l'époque. Cependant, lorsque 2 policiers se rendirent au domicile de Nobuharu Minato pour enquêter, ils n'entrèrent même pas et crurent les jeunes lorsqu'ils dirent qu'aucune fille n'était à l'intérieur. Les policiers, identifiés plus tard par les habitants, furent licenciés pour ne pas avoir suivi correctement la procédure. En août 1999, Joe Ogura fut libéré et adopté par la famille Kamisaku, qui semblait soutenir son rôle dans les crimes. En juillet 2004, il fut arrêté pour avoir agressé Takatoshi Ozono, jaloux de sa petite amie. Selon les sources, Joe battit Takatoshi pendant 4 heures et le menaça de mort à plusieurs reprises, disant qu'il savait comment s'en sortir. Il fut condamné à 7 ans de prison. Il est également dit que la mère biologique de Joe vandalisa la tombe de Junko Furuta, l'accusant d'avoir ruiné la vie de son fils. En 2009, Hiroshi Miyano fut libéré, après que sa liberté conditionnelle eut été refusée en 2004. En janvier 2013, il fut arrêté pour fraude, mais libéré par la suite. Shinji Minato, après sa libération, retourna vivre avec sa famille, mais en 2018, il fut arrêté pour tentative de meurtre, après avoir battu un homme de 32 ans et tenté de lui trancher la gorge avec un couteau. Quant à Yasushi Watanabe, aucune information n'est disponible sur sa vie après sa libération. Cependant, certaines sources affirment que tous ont continué à être impliqués dans des délits mineurs. À l'époque, les Japonais blâmèrent les crimes violents du pays sur une maladie américaine, faisant référence à la vague de tueurs en série et de criminels fous que les États-Unis semblaient produire en masse. L'horrible affaire de Junko Furuta rassembla des gens du monde entier qui pleurèrent le crime, donnant naissance à divers films, livres, chansons, et ses amis jurèrent de ne jamais l'oublier.